messieurs les internautes, chers confrères, bienvenue à notre rendez-vous d'onco-urologie du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer du pénis. Alors en préambule, je souhaiterais remercier nos partenaires industriels et laboratoires Janssen qui soutiennent ce projet à l'initiative du comité de cancérologie de l'AFU, ainsi que la société d'édition médicale Kefren, sans qui la réalisation de cette émission n'aurait été possible. Sans plus attendre, je voudrais également vous présenter notre panel d'experts qui aujourd'hui réunit le docteur Morel Journel, qui est praticien hospitalier au centre hospitalier Lyon-Sud, éminent spécialiste de la chirurgie de verge en France et qui abordera des thématiques très chirurgicales dans la deuxième partie de notre propos. Le professeur Pierre-Henri Savoie, qui est chirurgien urologue à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon et qui, lui, abordera une thématique d'importance majeure qui est celle de l'évaluation ganglionnaire de ces tumeurs péniennes. Enfin, je vais vous présenter le docteur Ludovic Ferretti, qui est urologue au MSP Bagatelle à Bordeaux et qui, lui, va nous proposer une approche clinique extrêmement pratique de ces tumeurs de verge. Alors, c'est donc le cancer de verge ou cancer du pénis, carcinome épidermoïde dans sa forme la plus fréquente qui va animer nos propos, peut-être nos débats, je le souhaite en tout cas. Et j'aimerais vous en dire un petit mot d'épidémiologie en introduction, car finalement, la rareté de ce cancer impacte de manière très importante notre pratique clinique. Sans vous noyer sous les chiffres, retenons simplement deux d'entre eux. Le taux d'incidence standardisé de ce cancer, qui est de 0,4 pour 100 000 cas par an en France et en Europe occidentale d'une manière plus générale. À titre de comparaison, une autre tumeur rare, qui est le cancer du testicule, on est entre 3 et 10, c'est-à-dire 5 fois plus fréquent que la tumeur de verge. Ça représente environ 500 cas par an en France, probablement moins de 500 cas. Ces chiffres, très prochainement, vont être réévalués par les registres et on attend à la fin de l'année 2017 de nouvelles données. Alors, pourquoi souligner cette rareté? Parce que finalement, elle impose un double challenge et un double défi aux urologues qui prennent en charge ce type de cancer. Défi d'abord de rendre caduque l'adage qui dit qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et à ce titre, la formation continue et modestement, les modules tels que nous les proposons aujourd'hui visent justement à relever ce challenge. Et puis, le deuxième défi, c'est finalement référer ces patients pour les urologues, les référer à des centres experts. Et ça, ce sera vraiment le fil d'Ariane de notre propos. Je crois qu'un cancer qui concerne 500 cas par an en France doit être pris en charge dans des centres d'expertise, même si la définition de ces centres, on y reviendra très certainement, pose quelques difficultés. Alors, je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet, en passant la parole à Ludovic Ferretti, qui va nous proposer un sujet donc, sur une approche extrêmement pratique de ces tumeurs, car effectivement, référer ces tumeurs, oui, mais c'est bien l'urologue qui, dans son cabinet, va être confronté à la reconnaissance initiale, finalement, de ces lésions, au diagnostic positif, et puis c'est lui qui va ciseler les contours de la stratégie de prise en charge. Merci Xavier. Donc effectivement, l'objectif va être pour l'urologue de savoir reconnaître, bien entendu, dans un premier temps, ces lésions néoplasiques, mais également les lésions pré-néoplasiques qui vont être le lit du carcinome épidermoïde, et d'adapter une attitude thérapeutique et diagnostique en fonction de la lésion qu'on va pouvoir rencontrer cliniquement. Alors rapidement, ces lésions évoluent sur un mode pré-néoplasique, tout d'abord, avec deux contingents qu'on va pouvoir différencier, les lésions HPV induites, qui vont donner naissance au carcinome épidermoïde basaloïde et condylomateux, qui vont être de plus mauvais pronostics, avec des formes infiltrantes et une atteinte ganglionnaire plus fréquente, que les lésions qui sont non HPV induites, qui vont pouvoir se développer notamment sur un lichen scléreux et donner plus fréquemment des carcinomes épidermoïdes verruqueux qui vont être de meilleurs pronostics. Je crois, si tu permets, Ludovic, qu'on peut rapporter une petite précision. Le lichen scléreux n'est pas, à proprement parler, une lésion prénéoplasique. Pour être très clair, ce n'est pas le lichen scléreux qui dégénère en carcinome épidermoïde. Il fait le terrain, il est le témoin finalement de conditions locales, histologiques, qui vont permettre le développement d'un carcinome épidermoïde. Je crois que c'est important à souligner. Tout à fait. Un carcinome épidermoïde qui va être non HPV induit, mais en effet qui va pouvoir être favorisé par la présence de ce lichen. Alors, simplement, la lésion primitive va pouvoir être examinée cliniquement. L'atteinte du
corps spongieux, le degré d'infiltration qu'on va pouvoir percevoir à la palpation, l'atteinte du corps caverneux, éventuellement on peut déceler une mobilité ou non de la lésion par rapport aux pointes du corps caverneux qu'on va pouvoir sentir assez aisément, et notamment l'extension à l'urètre qui va être très importante à évaluer, avec parfois la nécessité de réaliser une fibroscopie pour certaines lésions qui vont parfois s'extruder en dehors de l'urètre. L'aire ganglionnaire, bien évidemment, encore une fois, c'est le point clé de l'examen clinique. Savoir reconnaître une lésion ganglionnaire de façon précoce va permettre probablement d'améliorer la prise en charge du malade. Et bien sûr, palper les aires ganglionnaires inguinales est un élément fondamental de l'examen clinique, étant donné qu'il s'agit d'un facteur pronostic majeur. Alors, la moyenne d'âge d'un diagnostic du cancer du pénis, c'est 70 ans en France. Les patients qui sont bien souvent en surcharge pondérale. Que penser de finalement cette évaluation clinique des aires inguinales? Est-ce que, pour toi, Ludovic, l'échographie doit vraiment être le prolongement de la main du chirurgien dans cette indication-là, ou la définition d'un CN0, finalement, on considère que c'est une palpation manuelle, et que si, y compris le patient est obèse, il a des aires ganglionnaires libres, on le considère comme un CN0, et on suit cette voie de stratégie de prise en charge du CN0. Alors effectivement, chez les patients obèses, la palpation est délicate. On peut proposer la réalisation d'une échographie dans ces cas-là pour permettre un diagnostic d'adénopathie, une lésion supérieure à 10 mm, a priori en inguinal, et 8 mm sur le grand axe. Parfois complété par un scanner si l'échographie n'est pas contributive, même si on n'a pas encore d'examen histopathologique précis. Alors, la biopsie de la lésion, on peut parfois l'éviter quand la tumeur est évidente. La plupart des lésions qu'on peut rencontrer sont évidentes. Donc, on va aller directement au traitement chirurgical la plupart du temps. Si on envisage un traitement conservateur pour une petite lésion ou une lésion prénéoplasique ou plane, et qu'on envisage surtout un traitement par topique ou par laser, cette fois la biopsie sera systématique. Il faut aussi penser, et on va en parler juste après, que la biopsie nous permet de connaître le grade de la lésion et donc l'intérêt ou non d'évaluer les aires ganglionnaires. Donc on va proposer une biopsie de cette lésion avant de proposer un traitement conservateur, surtout par topique. Et dans le meilleur des cas, la biopsie XRS permettra d'avoir une stratification précise de la lésion, notamment sur son degré d'envahissement au niveau du corps spongieux. Alors sur un plan très pratique, Ludovic, dans ton cabinet, comment est-ce que tu pratiques une biopsie? Quel type d'outils, quel type d'anesthésie? Dis-nous très pratiquement comment est-ce que ça se passe. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire en fonction de la lésion, en fonction du patient. On peut, sur une petite lésion, simplement proposer une crème d'Emla et avec une lame de bistouri de façon très superficielle permettre une analyse du tissu épithélial. Probablement, la réalisation d'un bloc pénien permettrait de réaliser une biopsie dans des meilleures conditions, voire une biopsie XRS dans certains cas pour les petites lésions avec une fermeture directe, et permettra donc d'avoir de façon assez simple la réalisation de cette biopsie. On peut retenir, et tu m'arrêtes ou tu me contredis si je m'égare, donc deux indications. Une formelle, la réalisation d'un traitement local, conservateur évidemment, mais local, topique ou laser, et éventuellement les situations de doute, notamment les lésions mélaniques du gland qui finalement existent et pour lesquelles on peut se poser une question diagnostique, ou des dossiers un petit peu plus singuliers de métastases péniennes, enfin voilà, les lésions de doute. Les autres lésions finalement relèvent d'une biopsie exérèse qui, sur un plan de la stadification, va nous donner quand même des arguments et des informations beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus complètes. Je pense en particulier au caractère, au stade T, bien évidemment, et puis au caractère d'invasion lymphovasculaire, qui parfois est un petit peu complexe à évaluer sur de simples biopsies. Donc justement, voilà, à partir d'une lésion PT1B G2, c'est-à-dire une atteinte du tissu conjonctif sous-épithélial associée à une atteinte lymphovasculaire, l'atteinte ganglionnaire peut être présente, en tout cas, donc c'est dans ces cas-là où il va falloir l'évaluer. Donc, un scanner abdominopelvien injecté va être proposé au patient pour détecter ces lésions ganglionnaires inguinales, mais également iliaques. Le scanner thoracique n'étant proposé uniquement en cas de lésion fixée ou suite à une stratification ganglionnaire qui aura retrouvé une atteinte au moins PN2, voire PN3. L'IRM de verge peut être proposé également
en cas de chirurgie conservatrice, Nicolas qui va nous en parler plus longuement tout à l'heure, notamment dans réalisation d'ablation simple du gland avec reconstruction, il est important de connaître ou ne pas méconnaître en tout cas une atteinte du corps caverneux, même si on peut également réséquer une pastille de corps caverneux et tout de même réaliser une chirurgie à visée conservatrice en tout cas. Ça, Nicolas nous en parlera beaucoup mieux tout à l'heure. En tout cas, c'est un examen qui n'est pas toujours facile à réaliser, qui n'est pas forcément extrêmement sensible, mais qui permet également de guider la prise en charge chirurgicale, de connaître exactement la lésion. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur cette IRM de verge, parce que c'est finalement la bouteille à l'encre. Tout le monde, toute la communauté finalement urologique en parle. Sur un plan très pratique, comment est-ce que toi, dans ton établissement, tu as réussi à organiser, parce que j'avoue avoir quelques difficultés, l'injection de produits pharmacologiques induisant l'érection au sein d'un service de radiologie, tout en sachant qu'il y a un délai de mise en œuvre, il y a un délai d'efficacité de survenue de cette érection. Est-ce que tu as écrit un protocole au sein de ton établissement? Est-ce que tu as un radiologue référent qui fait ça? Comment ça se passe? Alors en pratique, j'ai beaucoup de chance parce qu'effectivement, j'ai un radiologue référent à Bordeaux, qui est le docteur Lebras notamment, qui pratique ces IRM avec une injection d'EDEX. C'est lui qui fait l'injection? C'est lui qui fait l'injection. Donc chez les patients jeunes, on va proposer une injection à 5 microgrammes. Chez les patients plus âgés, on peut proposer 10 microgrammes, sachant qu'il y a toujours un risque de priapisme, mais qui est assez peu fréquent étant donné le caractère anxiogène de l'examen, et on n'aura pas forcément une érection d'une qualité extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement finalement. Les radiologues, en tout cas pour la région bordelaise, le font assez bien. Après, en cas de difficulté auprès des radiologues et qu'on a un petit peu de temps, c'est bien de pouvoir faire soi-même l'injection avant l'IRM. Mais effectivement, c'était chronophage, comme on en parlait tout à l'heure, Nicolas. Mais je crois que la technique est assez bien retranscrite auprès des radiologues. Donc là encore, importance du centre expert. Qui en filigrane finalement va apparaître tout au long de nos propos. Pour se résumer sur l'IRM de verge, je crois qu'on peut faire passer deux messages. L'un est d'anticiper quand même la réalisation de cet examen, de s'impliquer, d'aller injecter, parce que je pense que la plupart des radiologues vont quand même refuser de se prêter à cette manipulation médicale. Et puis le deuxième intérêt, c'est que finalement, discuter de cette indication. Tu as noté systématique en cas de chirurgie conservatrice. Finalement, le juge de paix en termes de chirurgie conservatrice, et Nicolas nous en parlera, c'est l'extempo, c'est la napate. À mon sens, le gros intérêt de l'IRM de verge, c'est finalement d'avoir anticipé les choses et surtout d'avoir informé le patient à partir d'une lésion qui commence à s'approfondir un petit peu sur un T2 fort, on va dire, un spongieux un petit peu marqué, de lui dire on va tenter une chirurgie conservatrice, mais attention, l'IRM nous alerte quand même sur la profondeur de la lésion et peut-être que le gland devra faire les frais de la chirurgie d'exérèse, c'est la napate qui tranchera. Donc peut-être le gros intérêt, moi, à mon sens, de cette IRM, c'est l'information du patient préopératoire. Je voudrais préciser qu'en termes d'information, cette IRM apporte aussi des éléments en termes de stadification pré-thérapeutique permettant justement, nous allons le voir, d'anticiper l'évaluation lymphovasculaire aussi. Deuxième précision, de façon tout à fait pratique, puisque vous pouvez être confronté à cette question que vous posera le radiologue, c'est en cas de non-circoncision préalable du patient, le fait de le décaloter favorisera la lecture de cette IRM en termes d'invasivité au niveau des corps caverneux et de l'urètre. Décaloter les patients dans le tube de l'IRM. Alors, oui, pardonne-moi, mais effectivement, la reconnaissance finalement des lésions très typiques, bourgeonnantes, ulcérées, pose finalement assez peu de problèmes. Mais j'ai souhaité que tu nous présentes un certain nombre de lésions qui, elles, sont beaucoup moins typiques, afin que les internautes qui nous suivent aient dans l'œil finalement ces aspects qui méritent d'abord une reconnaissance et puis une stratégie thérapeutique un petit peu particulière. Tout à fait, donc c'est les lésions dont on parlait au début, c'est les lésions prénéoplasiques. Donc vous voyez ici un homme qui se présente à la consultation avec une lésion érythroplasique du gland, érythémateuse, aire ganglionnaire libre, il n'y a pas de bourgeon, pas d'ulcération, on ne sent pas d'invasion au niveau du corps spongieux. Quel diagnostic on peut évoquer?
Eh bien, il s'agit tout simplement d'une d'érythroplasie de Chiera, qui est une lésion de néoplasie intraépithéliale, c'est donc une lésion précancéreuse. C'est ce qu'on appelle une maladie de Bowen au niveau du gland. On va trouver aussi des maladies de Bowen au niveau de la verge. Un tiers de ces lésions vont évoluer vers un carcinome épidermoïde, et si une ulcération est déjà présente, il s'agit d'une maladie infiltrante. Alors, comment les traiter ? Eh bien, on peut les traiter avec des topiques, avec des crèmes dont on va parler juste après, ou bien avec un traitement laser. Un traitement chirurgical peut être également envisagé avec une exérèse de la muqueuse qui pourra être reconstruite secondairement par une greffe de peau. Je crois que Nicolas va nous parler de ça aussi. Peut-être on peut préciser sur ce plan-là que toute atteinte qui se rapproche du MEA est en général peu accessible au traitement topique, et à ce moment-là, on va plutôt faire passer la chirurgie d'emblée, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, à la fois les radiologues ou les dermatologues qui font du laser n'aiment pas s'approcher du MEA pour les risques de sténose du MEA secondaire. Donc à ce moment-là, plutôt privilégier une approche chirurgicale d'emblée. En effet, à ne pas écarter. Et bien entendu, la postectomie restera systématique dans ces lésions qui sont la plupart du temps HPV induites, pour la bonne et simple raison que le sillon balano-prépucial va être le réservoir de ces virus qui ont donc un pouvoir oncogène. Alors, exemple de crème cytotoxique qu'on va pouvoir utiliser sur ce type de lésion, c'est le 5-fluorouracil qu'on connaît bien, ou l'imiquimod à 5%. On obtient une réponse complète dans 50 à 60% des cas, qui nécessitera tout de même une surveillance très rapprochée, en raison des récidives, bien entendu. Et en cas d'échec, on ne recommande pas un deuxième traitement topique, mais cette fois, un traitement chirurgical. Il faut rebiopsier ces patients dans la surveillance, ou c'est simplement une surveillance clinique que tu préconises sur l'aspect ? Alors, sur l'aspect, une fois qu'on a fait le diagnostic une fois, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais si on voit une évolution ou même une récidive sur un mode infiltrant, je pense qu'on peut directement aller au traitement chirurgical. Un petit mot sur ces crèmes cytotoxiques qui ont une tolérance quand même qui est tout à fait relative, et ce n'est pas aussi simple. C'est vrai que ce n'est pas nous en général qui mettons en œuvre ces traitements. Les dermatologues sont beaucoup plus à l'aise avec ce type de molécules, mais c'est vrai qu'en termes de tolérance, il faut les laisser longtemps pendant la nuit agir. C'est souvent l'origine de brûlures. Extrêmement important. Et il faut avoir la biopsie très facile sur ces surveillances, parce qu'on a quand même un certain nombre de cas, notamment après traitement laser, où la surveillance cutanée est altérée par le laser, qui a altéré la muqueuse et qui la rend plus difficile à surveiller. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des biopsies dans ces cas-là. Alors, autre lésion qu'on va pouvoir rencontrer, un homme un peu plus jeune se présente à la consultation pour une lésion légèrement papuleuse du sillon balano-prépucial sur le prépuce, non ulcérée encore. Quel diagnostic on va pouvoir évoquer ? Eh bien, cette fois, il s'agit d'une maladie de Bowen, donc c'est l'équivalent de l'érythroplasie, mais plus sur le gland cette fois. C'est toujours une néoplasie intraépithéliale qui évolue fréquemment vers une forme infiltrante et dont le traitement va pouvoir être volontiers chirurgical, étant donné les récidives importantes qu'on va pouvoir rencontrer après les traitements topiques. Une autre type de lésion qu'on voit beaucoup plus souvent finalement, un patient qui vient vous voir car il a un phimosis depuis plus de 4 ans, et à l'examen clinique on voit cet aspect blanchâtre du prépuce sclérosé. En disant ça on a tout dit, il s'agit d'un lichen scléroatrophique. Alors c'est pas réellement une lésion de néoplasie intraépithéliale, mais c'est sur ce lichen que vont pouvoir se développer des lésions de néoplasie intraépithéliale et qui vont pouvoir évoluer vers une forme infiltrante avec tout de même un pronostic meilleur que dans les formes HPV+. Alors le lichen, lui, il se traite plutôt avec des dermocorticoïdes, mais les lésions qu'on va pouvoir rencontrer vont être chirurgicales également. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre parfois. Pour ma part, ça m'est arrivé. On m'a envoyé des patients dont les urologues ont découvert sous le prépuce caché une lésion du gland. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver, surtout quand ces phimosis restent longtemps, notamment chez des patients jeunes, et parfois même avant 50 ans, on a des lésions tumorales de carcinome épidermoïde du gland cachées sous un phimosis. Ouais, je crois qu'on peut le dire authentiquement, la présence de ces phimosis est finalement un facteur favorisant, presque un facteur de risque, j'allais dire, de carcinome épidermoïde, peut-être plus qu'HPV même, ou finalement dans nos contrées, la prévalence de l'HPV par rapport à des pays comme le Brésil ou l'Inde, où là on a une explosion du carcinome épidermoïde lié aux lésions HPV induites. Là, finalement, ça correspond plus à la réalité de nos contrées. C'est exact, mais il ne faut pas oublier tout de même que le phimosis va permettre la pullulation de l'HPV. C'est dans ces cas-là aussi qu'on aura plus facilement des lésions néoplasiques qui vont se développer.
C'est d'ailleurs tout pour ça que dans nos pays, avec une hygiène assez stricte, on n'a pas trop de lésions, on va dire, de ce type-là, et dans d'autres pays, on les aura plus facilement, à cause de ce phénomène réservoir du prépuce. Quand on rencontre une lésion comme celle-ci, on va proposer facilement, c'est une lésion qui est bien bourgeonnante, assez peu ulcérée, une biopsie exérèse, et on va pouvoir ensuite faire le bilan de la lésion de façon assez classique, et on revient à la case départ. Comme souvent en dermatologie d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que les lésions bourgeonnantes sont moins agressives que, comme tu le disais tout à l'heure, les lésions ulcérées, qui sont voire ulcéro-végétales. Lymphophiles assez facilement. Il va être l'heure de conclure sur ce sujet de l'approche clinique très pratique de ces lésions. Un mot donc pour comprendre qu'il faut savoir reconnaître ces lésions prénéoplasiques, et j'espère que vous aurez eu maintenant, grâce à ces diapositives dans l'œil, les aspects de ces lésions prénéoplasiques. Réaliser une biopsie, si à chaque fois qu'un traitement conservateur est envisagé, pour poser un diagnostic, pour en écarter un autre, refaire des biopsies dans la surveillance éventuellement, faire une postectomie absolument systématiquement, à la fois thérapeutique mais également pour éviter le réservoir d'HPV, on l'a compris. L'IRM de verge, si les conditions sont réunies dans votre centre, ne pas hésiter à la faire, car elle a finalement une valeur pronostic, prédictive du geste que vous allez réaliser. Et puis, bien entendu, et ça va être finalement une transition toute trouvée avec le topic suivant, réaliser un bilan ganglionnaire à ces patients. Je crois que le grand message qu'on peut faire passer dès à présent, c'est qu'il est absolument impensable aujourd'hui de prendre en charge une tumeur de verge, considérant que c'est une maladie locale, et en écartant finalement la problématique de l'invasion lymphodonale de ces tumeurs.